Bonjour, nous sommes en 2021 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, j'ai 74 ans. Je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de philosophie et de théologie catholique. Et je suis diplômé de l'IDA. Plus jeune, j'ai étudié la philosophie et particulièrement la logique. L'IDA m'a demandé de prendre en main ses cours à travers une série de vidéos, dont celle-ci est la 13e. Comme j'aime à le rappeler, nous sommes ici en logique philosophique à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'instrument appelé logique, l'organon, est une méthode de raisonnement inventée par Aristote. Toutefois, il faut distinguer la logique mathématique de la logique philosophique, qui, bien que sous-tendue par la logique mathématique, s'intéresse non seulement au raisonnement correct, mais aussi à la recherche d'une vérité première, en portant son analyse sur le réel par une vérification des prémices. C'est pour cela qu'on l'appelle grande logique ou logique philosophique. La démarche de la philosophie étant destinée à rechercher une vérité première, dont la véracité doit se retrouver dans tous les prémices. Dans cette vidéo, dont nous allons voir deux sujets, nous allons voir la réfutation de l'idéalisme et les conséquences que celui-ci a pu engendrer dans notre monde contemporain. Cette formule exprime une vérité incontestable disant que tout ce que la pensée considère est dans la pensée au moment où elle le considère, et par le fait même qu'elle le considère. L'objet en acte d'être connu dans la pensée, c'est lui qui constitue la pensée. Mais ce que l'idéalisme méconnaît est que cet objet en acte d'être connu est l'objet qui, avant d'être connu, était en puissance d'être connu, sans quoi il ne pourrait pas maintenant être en acte d'être connu, car alors il ne serait rien du tout, et donc la connaissance qui ne serait spécifiée par rien n'existerait pas. Et c'est pour cela que l'idéalisme méconnaît le fait même de la connaissance, c'est-à-dire le fait qu'il y a un objet qui peut être connu, parce qu'il y a un sujet qui peut le connaître, ce qui veut dire que quand il sera en acte de connaître, il sera intentionnellement cet objet, alors lui-même en acte d'être connu. L'idéalisme est comparable à Don Quichotte se battant contre les moulins à vent, lorsqu'il imagine que pour ses adversaires, l'objet connu serait présent dans la pensée, avec son être de chose, avec son être antitatif, comme le serait une table ou des chaises dans une pièce. L'objet connu n'est présent dans la pensée qu'avec l'être intentionnel qui l'y revêt par le fait même d'être connu, qui constitue un mode de présence propre à la connaissance, parce que précisément celle-ci rend l'objet connu intérieur au sujet connaissant dans la connaissance même qu'il en a. Cette réponse a été admirablement bien exprimée dans un ouvrage du très vénérable Père Gardeil, s'intitulant « Le donner révéler la théologie », le réel que nous prétendons saisir par l'affirmation « Est-il un absolu d'existence, hétérogène, à l'action de pensée, une chose en soi spatialement distincte de notre pensée vivante, un au-delà de la pensée ?» C'est sous cette caricature que certains partisans de la philosophie nouvelle représentent la conception de l'objet de l'intelligence selon les scolastiques. Mais si cette naïveté constituait le dernier mot de la conception traditionnelle, on est en droit d'imaginer que de grands esprits dogmatiques comme Aristote, Leibniz ou saint Thomas d'Aquin s'en seraient quand même aperçus.
L'être est intimement présent dès que son premier éveil à la pensée affirmante se voit suspendu à lui, comme à la condition même de sa mise en exercice, puisqu'elle ne saurait affirmer qu'en prononçant un oui ou un non, et que son oui ou son non n'a de valeur que dans la mesure qu'il dit ce qui est. L'être n'est donc pas une chose en soi étrangère à notre activité pensante, mais une chose qui a son chez soi, chez nous. C'est une réalité objective qui fait corps d'une certaine façon avec l'esprit même. Nous avons déjà dénoncé cette caricature qui se représente les idées comme des choses qui seraient dans la pensée et seraient connues par elles et qui pourraient se comparer à des portraits plus ou moins ressemblant à la réalité. Mais en fait, l'idée n'est rien d'autre que l'acte de connaître ce dont elle est l'idée, comme présence en elle de ce qu'elle connaît. Nous avons déjà démontré que si l'idée est connue par la connaissance réflexive, c'est que la connaissance directe a un autre objet qui n'est pas l'idée, mais plutôt ce qui est connu dans et par cette idée. Une autre objection de l'idéalisme soutient que s'il est incontestable que le principe d'identité est une loi de la pensée, il pourrait n'être qu'une règle du fonctionnement de celle-ci, et que cela ne prouve pas qu'il est une loi de l'être. Mais s'il n'était pas loi de l'être, il ne serait pas loi de la pensée, car la pensée n'est pas en dehors de l'être. Elle est elle-même quelque chose qui est. Si nous reprenons les réflexions sur l'intelligence de Jacques Maritain, il est dit « S'il est impossible de rejeter le principe d'identité comme loi de l'intelligence, ne pouvons-nous pas le rejeter aussi comme loi des choses? Accordons-nous sur le fait que la contradiction ne peut pas habiter dans l'esprit, mais qu'elle ne peut-être habiter dans l'être. Mais ce doute est lui-même impossible. Dire que l'être est absurde est une absurdité. On ne peut pas douter de l'impossibilité de l'absurde dans les choses, sans poser une contradiction dans l'esprit. Pourtant, l'on concède que la contradiction ne peut pas habiter. S'il est possible que l'être soit absurde, il est possible aussi que toute notre connaissance soit fausse. Si de plus, il n'est pas impossible que quelque malingénie réalise une chose qui soit et ne soit pas en même temps, et sous le même rapport, alors en disant cette chose et mon intelligence sera vraie, est vrai aussi en disant cette chose n'est pas. Et c'est encore poser la contradiction dans l'esprit. Si on soustrait les choses au principe d'identité, cette chose qu'est la pensée pourra n'être pas pensée, cette chose qui est affirmée pourra être niée, il faut ainsi que l'affirmation et la négation soient possibles ensemble, et donc que le principe d'identité soit rejeté de la pensée elle-même. En réalité, c'est à l'être que le principe d'identité se porte directement et immédiatement. C'est l'être d'abord, non la pensée, qui l'affirme identique à soi-même. Si cette première affirmation est brisée, il ne tient plus nulle part. Il est impossible de soustraire les choses au principe d'identité sans lui soustraire aussi la pensée. Il n'est la loi suprême de l'intelligence que parce qu'il est la suprême loi de l'être. C'est parce que l'intelligence est par nature adaptée à l'être à connaître tel qu'il est que la contradiction impossible dans l'être est impossible dans la pensée. Il n'est la loi suprême de l'intelligence que parce qu'il est la suprême de l'être.
Quant à la troisième objection de l'idéalisme, nous avons déjà examiné, elle prétend qu'on ne peut pas admettre sans preuve que la pensée connaît quelque chose de la réalité, et qu'il faut donc commencer la philosophie par l'examen de la pensée, prétention doublement contradictoire, car en y mettant en doute que la pensée puisse connaître quelque chose de la réalité, il faut commencer par analyser celle-ci. On y suppose que la pensée peut se connaître elle-même, puisque la pensée ne peut se connaître elle-même que si elle existe, c'est-à-dire si déjà elle connaît quelque chose. Donc elle ne peut pas se connaître elle-même. Le problème de la vérité de nos affirmations ne peut s'examiner réflexivement que sur une pensée déjà existante, dont déjà en activité affective de connaissance. L'idéalisme conduit d'ailleurs à bien d'autres contradictions. Si la pensée ne connaît qu'elle-même, elle se connaît toujours sans erreur, et alors quand elle formule des affirmations contradictoires, il n'y a d'erreur ni dans un cas ni dans l'autre, ce qui est absurde. Si la pensée ne connaît qu'elle-même, il n'y a aucune autre science que la psychologie alors, où il n'y a plus de distinction entre les autres sciences et la psychologie, ce qui est contraire au fait que nous constatons. Nous avons ainsi expliqué que la philosophie de Descartes peut être appelée angélisme, parce qu'elle attribue à l'intelligence humaine ce que nous verrons plus tard dans l'étude des esprits purs. Mais l'idéalisme pourrait être appelé un divinisme, parce qu'il attribue à l'intelligence humaine ce que nous verrons plus loin comme caractériser l'intelligence divine, qui consiste à créer en elle ce qu'elle connaît, sans dépendre d'une réalité extérieure à elle. Nous sommes là au sommet de l'orgueil, nier que nous ne sommes pas des créateurs, mais créés, placés au sein d'une réalité qui, comme nous, est créée, qui n'est pas notre œuvre, mais celle du Créateur, telle qu'il a faite, notre pouvoir étant de la connaître. Tout cela est de l'orgueil. Donc, l'humilité oblige à se soumettre à une réalité existante. L'orgueil idéaliste est la revendication d'autonomie absolue d'une pensée humaine qui refuse toute dépendance vis-à-vis d'une réalité qui n'est pas son œuvre. Mais l'idéalisme ne peut pas créer, mais seulement transformer ce qui existe, en l'ordonnant, en l'organisant. Mais l'intelligence humaine ne peut pas donner l'existence, c'est-à-dire créer, mais seulement connaître les choses existantes. Cette revendication d'autonomie absolue de la pensée entraîne le refus de toute vérité qui s'imposerait à la pensée précisément parce qu'elle est la vérité qu'il faut reconnaître, telle qu'elle est, et que c'est cela que réclame la nature même de la pensée qui n'est rien si elle n'est pas connaissance vraie. Une telle attitude est la méconnaissance du fait que l'objet connu est cause formelle de l'acte de connaissance. Or, c'est la cause formelle qui tient sous sa dépendance ce à quoi elle donne sa nature. Exclure la préoccupation de vérité est impossible sans supprimer ou détruire la pensée, suspendue par sa nature à la vérité à connaître. Donc, ceux qui veulent exclure toute vérité se contredisent eux-mêmes. À cela, le révérend Père Gardel répond ironiquement dans son ouvrage Le donné révélé et la théologie, dans lequel il nous dit « Devant la conscience humaine, seul juge possible de ce qui se passe en elle, l'affirmation n'est rien si elle n'est saisie du réel. » Oui, le vrai, le maître c'est le réel. Il ne faut jamais l'oublier en philosophie. Alors il est vrai aussi que soutenir que l'affirmation n'est rien peut engendrer des objections chez les tenants de la vérité libre, lesquels avaient d'ailleurs le verbe haut lors des derniers débats sur ce sujet, et qui pourront nous rétorquer que c'est bien fini, que l'absolu est mort, et que c'est là notre mort qui parle. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il nous faut regarder, c'est
nous avons réfuté donc cet idéalisme, mais regardons maintenant les conséquences qu'il a engendrées. Quelles sont-elles? Eh bien, il nous reste à démontrer la manière dont l'idéalisme a façonné la philosophie moderne, tout simplement. Pour cela, il sera facile de mettre en lumière les conséquences qu'il a engendrées. La première de ces conséquences, c'est l'athéisme. En effet, si aucune réalité n'existe en dehors de la pensée, et si tout est vu à l'intérieur de la pensée, il n'y a plus besoin d'avoir Dieu pour créateur. La pensée devenant le seul créateur, le seul Dieu. Marx affirmera la conscience humaine comme seule divinité. Nietzsche proclamera la mort de Dieu. Sartre tirera de là toutes les conséquences qui ont pétri la mentalité de l'homme contemporain. Une seconde conséquence est le matérialisme. Il est très important de comprendre comment l'idéalisme a pu conduire au matérialisme. Si on admet la pensée comme connaissance d'une réalité, elle est présence de la réalité connue en nous, mais ce n'est pas une présence matérielle, et donc elle est une présence immatérielle. Et c'est par cette présence immatérielle que nous réfuterons le matérialisme. La pensée, si elle n'a pas pour règle de reconnaître la vérité telle qu'elle est, elle est alors soumise au gré de nos cupidités, de nos désirs, de nos passions, de nos sentiments, de nos goûts, qui sont des produits du fonctionnement de notre organisme. Enfin, une troisième conséquence de l'idéalisme est le pragmatisme, sorte de philosophie de l'action. Toute attitude religieuse est fondée sur la contemplation et sur l'amour vers Dieu. Il n'y a pas d'activité immanente. S'il n'y a pas d'activité immanente, il ne reste donc quoi? Que l'activité transitive. Sans la vérité à connaître et le bien à aimer, il ne reste plus que l'agir pour l'utilité, le rendement, la réussite, avec pour seul but l'efficacité de l'action. Nous citerons encore une fois le très révérend Père Garéveil dans son ouvrage « Le don est révélé, la théologie », dans lequel il dit « Votre utile est-il vraiment utile? Si vous dites oui, le vrai est alors autre chose que l'utilité, et c'est cette autre chose qui est utile. Et nous voici donc renvoyés ici pour sanctionner l'utile au critère de l'être. Si vous dites non, il n'y a plus de vrai ni d'utile. Le marxisme a poussé le pragmatisme au degré maximum. Pour lui, il n'y a rien d'autre que les forces matérielles qui engendrent le cerveau humain, et par là, la pensée humaine et toute l'histoire humaine, mais c'est un matérialisme dialectique qui conserve toute la philosophie hegelienne de la contradiction perpétuelle, de la révolution perpétuelle, de la destruction perpétuelle, du changement perpétuel, en considérant l'histoire comme la lutte incessante et sans fin entre les forces matérielles en opposition, qui dans une œuvre constante de destruction ne laisse jamais rien exister, subsister ou demeurer. Pour le marxisme, l'homme n'est rien d'autre que la force matérielle qu'il exerce pour transformer la nature. La préoccupation de vérité ou de bien a été remplacée par le seul but d'efficacité matérielle ou de réussite matérielle. L'homme, dans son orgueil, a beau ne pas vouloir reconnaître la réalité telle qu'elle est, en refusant de s'y soumettre, cela ne peut pour autant empêcher celle-ci d'être ce qu'elle est, et l'homme va se heurter contre elle et s'y briser, engendrant ainsi le désespoir du monde contemporain. L'idéalisme enfantit une maladie collective de l'intelligence qui fait qu'au lieu d'être tournée hors d'elle-même vers la réalité à connaître telle qu'elle est, elle va se replier sur elle-même dans ses propres constructions,
se trouver désadapté, désaccordé, désarticulé du réel, ramenant tout à ses propres constructions. Ainsi, la vie humaine vécue de cette façon, sans but certain, sera conduite à l'angoisse, au désespoir, à la révolte. L'homme, en voulant créer lui-même sa morale, dans une indépendance absolue, au gré de ses cupidités, de ses passions, de son orgueil, devient ainsi un loup pour l'homme, engendrant par là des luttes destructrices. Par ce procédé, on passera de l'homme individuel à l'homme collectif, de la collectivité de race, d'État, de classe, qui détruiront la civilisation avec l'anarchie, résultant de l'indépendance absolue des individus. On passera par là à la tyrannie, au totalitarisme, à l'esclavage, avec l'indépendance absolue des grandes collectivités, car il faut reconnaître un ordre absolu des choses, pour reconnaître des droits et des devoirs réciproques entre individus et sociétés, entre autorités et subordonnés. Si rien n'est vrai, plus rien ne vaut la peine qu'on le serve, qu'on s'y donne, qu'on s'y dévoue. Il n'y aura plus qu'à chercher à jouir, à profiter au maximum. S'il n'y a plus de vérité unanimement reconnue comme certainement vraie, les hommes n'ont plus aucun fondement commun sur lequel baser la morale, la vie sociale, la civilisation. Ce sera avec le pullulement des opinions écoles, camps, idéologies, l'impossibilité pour les hommes de se comprendre, les discussions devenant alors des dialogues de sourds, faute d'un point de départ commun. L'humanité s'érigera alors en tour de Babel, comme nous pouvons déjà le constater aujourd'hui. Une psychanalyse qui serait bien conduite pourrait et devrait déceler les grouillements de cupidité, de désir, de passion, d'orgueil sous-jacents dans chaque idéologie. Pour conclure, je dirais un dernier point. Les hommes ne sont plus attentifs au réel et par là à leurs devoirs, sont enfermés dans le monde intérieur de leurs pensées et vont chercher à s'y complaire, à s'y donner un spectacle à eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ne jamais l'oublier, le maître en philosophie, c'est le réel. Voilà, donc dans cette 13e vidéo, nous avons vu les questions portant sur la critique de la philosophie moderne. Ces critiques nous seront utiles dans les vidéos précédentes quand nous étudierons par exemple l'induction de l'âme ou les 5 voies d'accès à l'être premier. Donc dans la prochaine vidéo, qui sera la 14e de cette série consacrée à l'IDA, nous verrons avant tout cela quelles sont les limites de l'intelligence humaine. En attendant, je vous dis bonnes études, à bientôt, au revoir.